Nicole et Gabriel, vous allez pouvoir remonter sur scène. Ah, vous êtes en forme, là, vous êtes chaud pour la dernière controverse du jour. Libre-échange, fer de lance ou vulnérabilité pour l'agriculture européenne. Pour en parler, j'accueille Emmanuel Bernard, président de la section bovine d'Interbev, et Pascal Lamy, coordinateur du réseau des think tanks Jacques Delors et ex-directeur général de l'OMC. Je vous invite à rejoindre Nicole et Gabriel. Alors, les agriculteurs français dénoncent une concurrence internationale déloyale avec l'importation de produits qui ne respectent pas les normes environnementales et de bien-être animal en vigueur en Europe. Faut-il donc renoncer au libre-échange et fermer nos frontières pour mieux protéger notre agriculture? Ou au contraire, faut-il continuer à promouvoir le commerce international tout en renforçant les normes et les contrôles? C'est à vous, on vous écoute. Merci Vincent. Alors on a clos la controverse précédente sur ces questions de libre-échange et de quel niveau de fermeture des frontières. Donc on va attaquer là-dessus pour prendre la suite. Donc Emmanuel Bernard, on a beaucoup entendu et les agriculteurs et la filière bovine en particulier sur ces accords de libre-échange, notamment le Mercosur, ces derniers mois, avec un avis plutôt négatif et plutôt en opposition. Alors cette opposition, est-ce que c'est une opposition aux accords de libre-échange en général ? Alors d'abord, je suis éleveur dans la Nièvre de bovins viande et de poules pondeuses, et puis polyculteur. Je pense que c'est aussi important de comprendre que, comme le disait tout à l'heure Franck Sander, on a une diversité d'agriculture en France, mais il est vrai que quand j'entends plutôt défavorable, c'est pas plutôt défavorable, c'est nous sommes contre, opposés à cet accord-là. D'abord, ce qui a été dit tout à l'heure par Franck, c'est que l'échange fait partie, et quand on a créé l'Europe, il y a quelques dizaines d'années, on a d'abord en partie bâti l'Europe sur de l'échange, notamment agricole. Donc je pense que les agriculteurs n'ont aucun intérêt à ce que les frontières soient fermées, cadenassées. Par contre, c'est les conditions de l'échange qui sont importantes. Nous, on est pour un commerce juste, respectueux de nos modèles, et puis aujourd'hui, avec une question de durabilité. Je pense que si on prend l'historique de cet échange, il y a 25 ans, sur ma ferme, j'étais dans la partie mise aux normes. C'est-à-dire qu'on était, on était dans les prémices de ce qui se faisait par rapport au cycle de l'azote et à essayer de protéger l'eau. Donc c'était ça, en 1999. Aujourd'hui, on est sur le carbone. Voilà, et bien, ce sont ces conditions-là qui nous sont imposées, qui doivent être mises dans le cadre d'un accord, au-delà de tout le reste, bien entendu, de la qualité du produit, des conditions de production. Mais on est bien au-delà de ces conditions de production et de cette qualité de produit. On a d'autres contraintes et sur lesquelles on voit bien qu'on n'est pas à égalité entre les continents. Et concernant cet accord en particulier, alors qu'est-ce que vous craignez particulièrement ? Alors, pour votre filière et pour d'autres, parce que vous pouvez aussi vous faire le porte-parole d'autres types de production agricole et d'autres sont concernés, d'autres craignent cet accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que vous craignez ? Moi, au niveau d'Interbev, d'abord, il y a d'autres filières. Il y a notamment la filière ovine qui a vu ce qu'était qu'un accord avec la Nouvelle-Zélande il y a 40 ans et qui a vu ce qu'avait donné un accord très particulier et qui était sur 3000 tonnes. Hein. C'était pas grand-chose au départ, mais qui a plus ou moins détruit une grosse partie du potentiel de production français en viande ovine. Donc en fait, nous, sur la partie bovine, mais effectivement, il y a la volaille, il y a l'éthanol, il y a le sucre, enfin il y a d'autres filières qui sont évidemment opposées. Mais nous, concrètement, le fait est qu'on est d'abord sur des pièces où le niveau prix est terriblement plus bas. Vous avez en termes de compétitivité, ça n'a rien à voir. Donc c'est un premier élément qui fait de toute façon baisser si vous rentrez 100 000 tonnes et notamment de pièces nobles sur lesquelles normalement la filière, parce que je suis éleveur, mais je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas l'élevage en tant que tel qui est en danger, c'est toute la filière, puisqu'on est sur une grosse partie d'aloyaux, on appelle ça des pièces nobles, et donc toutes ces pièces-là, ce sont
sont les pièces qui donnent de la valeur. Et au moment de la valorisation d'un animal, moi, éleveur, je vends un animal entier, sauf que derrière, le boucher ou le distributeur, le restaurateur, lui, il doit valoriser au mieux certains produits parce qu'il y en a d'autres qui valorisera moins. Et donc là, en fait, on s'adresse à des produits qui, normalement, amènent de la valeur au sein de la filière. Et donc, on va nécessairement faire baisser cette catégorie-là de sources de valeur et on va niveler par le bas, alors qu'on a aujourd'hui, au contraire, besoin de valoriser nos produits. Il faut d'abord aller sur nos coûts de production et en l'occurrence, là, on va faire l'inverse. On va baisser l'ensemble du prix de valorisation. Mais donc vous évoquez le fait que des volumes qui peuvent être assez faibles peuvent avoir des impacts sur la filière. Est-ce que néanmoins, est-ce qu'on joue à se faire peur dans la mesure où il y a eu d'autres accords de libre-échange par le passé ? Est-ce qu'on a vu ces libres-échanges avoir des conséquences absolument dévastatrices pour les filières ? Et notamment, je pense au CETA. On n'a pas vu forcément de tsunami d'importation. Donc, pourquoi est-ce que là, dans ce cas-là en particulier, il y a une crainte qui serait davantage avérée, avant de pouvoir faire réagir Pascal Lamy sur cette approche et ces craintes ? Non, mais il y a un deuxième élément dans tout ça, dans ces accords de libre-échange. Il y a les conditions de production, le prix, enfin tout ce prisme-là, qui nous met en danger. Et un deuxième élément, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, en fait, vous avez des pays, donc il y a le Canada qui fait ses échanges avec les États-Unis, le Brésil avec la Chine, et puis après vous avez l'Australie qui fait autrement. Et en réalité, on s'aperçoit que pour un certain nombre de pays, c'est une réassurance. Quand on voit le mouvement dans lequel on est parti en termes de commerce international et qu'on voit que Trump, qui fait parler de lui toutes les 5 minutes, est capable de dire « je vais taxer les Canadiens », en fait, à un moment, vous avez les Chinois qui vont peut-être remettre en cause l'importation autant de viande du Brésil. Et donc, en fait, le gros intérêt de ces pays-là, c'est de se dire on a l'Europe qui est un produit solvable, parce que déjà, un pays solvable, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que si jamais on n'a plus ce débouché de la Chine pour les uns, des États-Unis pour les autres, on aura cette ouverture-là. Et donc, je pense vraiment qu'on a ça. Et puis, dernière chose quand même, c'est que dans cet accord, il y a quand même une mesure très, très importante qui est passée sous les radars depuis un certain temps. C'est le fait qu'en gros, il y a une règle qui doit empêcher toute mesure miroir. Enfin, c'est quand même, ça veut bien dire qu'on n'est pas à l'aise avec cet accord-là depuis le début, puisque dans la lecture qui en est faite juridiquement depuis quelques jours, alors je ne suis pas un juriste et moi je reste sur les questions de principe, je suis de toute façon contre, mais quand on est capable d'écrire une mesure où les pays du Mercosur se satisfont en se disant c'est bon, on a gagné, on n'aura pas de mesures miroirs qui nous seront imposées à venir. Enfin, je me dis quand même, l'Europe, elle joue à sacrifier ses agriculteurs, quoi. Bon, alors Pascal Lamy, donc vous avez une longue expérience des relations internationales et les accords de libre-échange. Voilà, vous en avez vu passer d'une certaine façon. Est-ce que, quand même, globalement, ces accords de libre-échange n'ont pas tendance à sacrifier l'agriculture européenne et qui serait justement utilisée, ce que disait tout de suite Emmanuel Bernard, utilisée comme une monnaie d'échange au bénéfice d'autres secteurs. Alors on a entendu parler de la viande contre les voitures allemandes notamment, ou les services, les biens industriels, ou les marchés publics. Bien, on va parler, je pense, en général de ces accords et en particulier de la filière bovine. Je commence par une précision. Ça fait 30 ans que je suis dans ce business de l'échange international. Jamais, je n'ai prononcé le mot de libre-échange. Et pourquoi ? Pour une raison toute simple, c'est que ça n'existe pas. C'est un concept, quelque chose qu'on peut imaginer, un truc pour que les économistes se battent les uns contre les autres, que les philosophes, mais il n'y a pas de libre-échange nulle part, même à l'intérieur d'un pays. Très souvent, il n'y a pas de libre-échange. L'échange, il est toujours contraint par un certain nombre de facteurs. Et donc,
de quoi s'agit-il? Il s'agit d'accords que l'on passe avec d'autres pays pour ouvrir les échanges. Donc la question, ce n'est pas de savoir si libre-échange c'est bien ou pas bien, ça c'est une question philosophique. La question pratique, c'est est-ce que ces accords d'ouverture des échanges, je t'ouvre là-dessus et en contrepartie, tu m'ouvres là-dessus et donc on fait une bonne affaire. Est-ce que je fais quelque chose mieux que vous et vous faites quelque chose mieux que moi? C'est pas idiot de penser que je vais bénéficier, si j'importe ce que vous faites mieux que moi, d'un effet productivité et vice-versa. C'est pas idiot. C'est d'ailleurs comme ça, en gros, que ça marche. Bon. Alors, regardons la question générale. Mais est-ce que ces accords... Le mieux, c'est quelquefois le moins cher. Attendez, on va y venir. Est-ce que, pour l'Union européenne, les accords d'ouverture des échanges qui ont été signés depuis 30 ans, 20 ans ou 10 ans, j'en ai ma part quand j'étais commissaire européen, je regarde les chiffres, parce que de temps en temps, il faut regarder les chiffres. Les controverses, c'est très très bien, mais de temps en temps, il faut regarder les chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans? Le surplus extérieur agricole de l'Union européenne est passé de 10 milliards d'euros à 70 milliards d'euros. Ce que nous disent les chiffres, c'est que l'agriculture européenne, elle va très bien dans le monde. Elle est très compétitive. Elle a mangé beaucoup de parts de marché à l'extérieur pendant ce temps-là. C'est ça que nous disent les chiffres. Et donc, moi, je ne participe pas du tout de l'idée que l'Europe est une espèce de deal dans laquelle il subsiste quelques malheureux agriculteurs qui sont en train de se faire bouffer la laine sur le dos par tout le reste du monde. Ce n'est pas ce que disent les chiffres. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a ce surplus extérieur qui n'arrête pas d'augmenter? C'est à cause évidemment du fait qu'on a ouvert les échanges en contrepartie, effectivement, d'autres secteurs où on importe davantage, mais c'est aussi parce que l'agriculture européenne, c'est une agriculture à valeur ajoutée. C'est une agriculture de qualité. Si vous comparez, par exemple, ce que les Américains exportent et ce que nous, on exporte, la valeur que nous exportons est en gros 3 fois plus forte que ce que pensent les Américains. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème? Non. Et je termine là sur le point général. Il n'y a pas de problème européen. Mais il y a un problème français. Sur cette période de 15 ans, plus 10, plus 70, le solde français, il est resté stable, à 8 milliards d'euros. Et ce stable à 8 milliards d'euros, c'est moins 6 milliards sur les Européens et plus 6 milliards sur les pays tiers. Ça veut dire quoi? Ce que disent les chiffres, encore une fois, regardons les chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agriculture française, elle a perdu de la compétitivité sur le marché européen et elle en a gagné sur les marchés tiers. Et donc, si on doit faire quelque chose pour l'agriculture européenne, il faut continuer à l'aider à gagner des parts de marché, compte tenu de sa qualité, sur des marchés tiers. Et donc, les chiffres nous disent qu'on n'a pas de problème de compétitivité européenne, on a un sérieux problème de compétitivité français en général, et on va pouvoir venir sur la filière bovine. Oui, parce qu'effectivement, ça va concerner, enfin, il va y avoir des gains en exportation sur certaines filières, on le sait, le vin, les produits laitiers, et au contraire, un recul ou un déficit sur d'autres filières. Donc revenons effectivement à notre filière bovine en particulier. À la filière bovine, qui est effectivement... Et au Mercosur. Et au Mercosur, absolument, qui est effectivement un secteur sensible, comme la volaille, comme le lait, comme le sucre, qui sont en gros les 4 que moi j'avais toujours en tête quand j'étais commissaire européen. On me disait pas touche. Bon. Le pas touche d'ailleurs, et ça n'est pas dans les règles officielles de l'Union européenne, le pas touche que j'avais comme contrainte, comme négociateur, et que le négociateur d'aujourd'hui a toujours, c'est pas plus de 4% de la consommation européenne en importation de ces produits sensibles, contingentés, avec des droits de douane bas. Pas à zéro d'ailleurs, en l'occurrence c'est 7,5%. Bon. Donc cette contrainte,
elle était là, elle reste là. Elle s'applique à ces 4 secteurs sensibles, y compris à la filière bovine. De temps en temps, on a un peu ouvert dans d'autres accords avant le Mercosur la filière bovine. On n'a toujours pas rempli ces 4% de consommation intérieure. Là, on a 99 000 tonnes de contingents tarifaires, de contingents, ce sont des quantités, de contingents tarifaires à tarif réduit, alors que le tarif normal, en gros, est très très pénalisant pour les exportateurs sur le marché européen. La question, c'est de savoir si ces 100 000 tonnes, ça va ou non déstabiliser le marché européen. Il s'agit d'un marché européen. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des effets. Il va y avoir des effets. En gros, les études qui ont été faites avec des modèles économiques qui intègrent le fait, comme ça a été très justement dit, que du point de vue douanier, un bœuf, ça n'existe pas. Ça doit être une douzaine de lignes tarifaires. Il y a les carcasses, il y a le congelé, il y a le frais, il y a l'avant, l'arrière. Donc, et tout la ça loyau a été intégré. Et la loyau, absolument. Tout ça a été intégré. Et en gros, les études disent qu'il y a un effet prix, il y a un effet quantité sur le marché européen de l'ordre de 1 à 2%. C'est pas dramatique. Mettons même que ce soit un petit peu plus. On n'est pas dans des zones qui vont entraîner un choc sérieux sur la filière bovine européenne. Quant à la répartition des pièces de bœuf entre les quartiers avant et les quartiers arrière, c'est tout à fait vrai. Vous savez ça 2000 fois mieux que moi, que les quartiers arrière sont plus valorisés que les quartiers avant. Mais quand on regarde les chiffres, et je suis désolé d'y revenir, on voit que dans les contingents actuels, il n'y a pas de surutilisation notable de la partie arrière par rapport à la partie avant. Donc, en théorie, c'est vrai que 100 000 tonnes de bœuf, ça peut, en théorie, marginalement, sur la partie quartier arrière, avoir plus d'effet, mais ce n'est pas ce que disent les chiffres aujourd'hui. C'est ça. Et dernier point, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème, bovin du point de vue des quantités et des prix. On reviendra peut-être tout à l'heure sur le problème des clauses miroirs et des conditions de concurrence plus ou moins justes et exactes, parce que c'est un vrai sujet, mais là aussi, je pense qu'il y a des réponses. Donc, en gros, il y a un problème modeste, mais réel, sur l'impact sur la filière bovine, qui d'ailleurs, comme on le sait maintenant, pourra être compensé par le budget européen, puisqu'il y a une enveloppe d'1 milliard d'euros sur 7 ans qui a été réservée pour ça. Donc, dans l'ensemble, je ne vois pas, chiffre en main, de drame sur la filière bovine. Alors, réponse d'Emmanuel Bernard. Non, mais je pense qu'on est évidemment... on peut pas savoir d'abord quel est l'impact chiffre. J'entends qu'il y a des modèles. Encore une fois, nous on a cette expérience du modèle ovin où on a bien vu que ça avait très fortement perturbé la production française. Deuxième élément, je pense quand même, c'est cette politique contradictoire, c'est-à-dire alors, on a eu cette montée en gamme, mais il y a eu de débats avant sur un certain nombre de sujets. Et sur le fait qu'à un moment, même le consommateur n'en veut pas. Il n'y a aucun critère de traçabilité, de respect d'alimentation des animaux, sur tout l'élevage. Enfin, tous ces éléments-là ne sont évidemment pas du tout les mêmes. Et moi, c'est autorisé quand ils font comme ça dans les pays du Mercosur. C'est parce que c'est autorisé, encore que il y a quelques scandales de corruption qui ont eu lieu. Et je vois bien que des fois, on s'aperçoit que c'est quand même un peu moins vérifié que chez nous. Donc, première chose, effectivement, il y a le prix. Mais deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on peut dire à des producteurs français
et européens, écoutez, de toute façon, c'est pas bien grave. Vous, on va décarboner votre production, on va faire en sorte de monter en gamme le produit et on va finalement laisser rentrer un produit qui respecte aucune de ces caractéristiques-là. Le fait est que d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu une mission de la DG Santé, ou même il y avait eu les Irlandais qui avaient fait d'eux-mêmes, qui étaient allés au Brésil, qui d'ailleurs avaient stoppé même l'importation de viande, on voit qu'à chaque fois, on est dans des modèles qui n'ont rien à voir. Donc moi, je me dis qu'à un moment, et en plus en 25 ans, on a eu la conférence de Paris, on sent bien que 80%, ce matin, il y avait 80% des agriculteurs qui sont sensibles à la question climatique. La question climatique, elle s'impose à nous, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais d'un autre côté, cette adaptation-là, elle doit forcément avoir un lien avec le fait qu'il faut que les autres le fassent aussi. Parce que sinon, on ne peut pas être dans deux cours différentes et puis dire vous allez jouer sur des prix et l'écart de prix, nécessairement, va augmenter. Puisque chez nous, le prix de la viande monte dans nos exploitations. Il monte parce que on a baissé la production et parce qu'on continue d'en consommer. Mais il faut savoir qu'on a vraiment besoin de ça. On a besoin d'un prix de viande qui couvre les coûts de production. Et en l'occurrence, le moindre pourcentage de baisse, c'est 1% de baisse du prix, ça peut être 10% de baisse du revenu. C'est ça l'effet. On est sur des revenus quand même pas très élevés. Donc on est très 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 impacté par l'effet prix dans tous les cas. Alors si je peux me permettre de répondre sur l'affaire des conditions de concurrence, parce que les clauses miroirs, le fait qu'on est confronté à une concurrence étrangère, ceci n'est pas exact. Il ne rentre en théorie sur le marché européen aucun produit qui ne soit pas conforme aux normes sanitaires et phytosanitaires européennes. Il peut y avoir de temps en temps des problèmes de contrôle. Et ça, ce n'est pas un problème commercial, c'est un problème d'organisation administrative. Donc, il peut y avoir des problèmes de contrôle, mais ces problèmes de contrôle, ils se situent pour tout, pas seulement pour les 100 000 tonnes de bœuf qui viendront du Mercosur, si cet accord vient à entrer en vigueur, ce qui me paraît personnellement assez probable. Bon, on pourra peut-être y revenir. On peut imposer à nos concurrents étrangers les normes européennes de production dans une certaine gamme qui est en gros la gamme scientifiquement non contestable. Ce qui n'est pas le cas, je le regrette personnellement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, la gamme scientifiquement non contestable ? Par exemple, en matière d'hormones de croissance ou d'hormones de traitement des maladies pour les bestiaux, il y a des hormones qui sont autorisées et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il ne rentre pas dans l'Union européenne de produits qui comprennent des hormones que les Européens excluent. D'ailleurs, la preuve en est, du coup. La preuve en est, et je vous remercie de l'avoir dit, qu'il y a des contrôles et que les vétérinaires européens vont faire le tour des producteurs par sondage dans les pays où on importe de la viande, et que dans le cas du Brésil, ils ont trouvé du bêta-estradiol à un moment, et que ça a mené à une interdiction d'exportation du Brésil pendant 1 an. Bon, donc, ce qui prouve, en l'occurrence d'ailleurs, et c'est un très bon exemple, que les contrôles, il y en a. Et ce n'est pas des contrôles à la frontière, c'est des contrôles sur place. Bon. Par contre, c'est vrai que ce qu'on ne peut pas imposer au Mercosur, c'est des normes de cage pour les poules pondeuses. Bon, parce que ça, disons, les Européens ont une certaine préférence pour le bien-être des animaux. On ne peut pas imposer ça à tout le monde, surtout à des gens qui sont beaucoup plus pauvres que nous. Bon, il y a quand même une certaine hiérarchie dans ces domaines. Bon. Enfin, il y a un problème franco-français par rapport aux normes européennes. Ici, c'est pas ici que je vais dévoiler un des secrets de la perte de compétitivité de l'agriculture française par rapport à ses voisins européens, qui fait qu'on a surtransposé
un paquet de normes européennes. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y en a pas un peu trop ici ou là, mais bon, il faudra faire. Mais on a fait du zèle, et les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure sur la perte de compétitivité européenne et le gain à l'extérieur le démontrent. Et donc la France a sa part de responsabilité. Là, il y a effectivement un vrai problème. Alors, je termine en disant que pour ce qui est des conditions environnementales, et il est évident que la filière agroalimentaire européenne va devoir, à un certain moment, rentrer dans l'amélioration des conditions écologiques de la production, qu'il s'agisse d'ailleurs des émissions de carbone, de la qualité des sols ou de la biodiversité. On n'en est pas là. Hein. C'est quelque chose qui a commencé un peu lentement. Mais par exemple, là, avec cet accord Mercosur, on consolide dans un traité bilatéral les engagements des pays du Mercosur au titre de l'accord de Paris, qui, comme chacun sait, ne sont pas obligatoires, c'est des accords volontaires, mais là, on fait de cet accord de Paris et de la préférence européenne pour une décarbonation plus rapide, on en fait une condition essentielle de cet accord. Même chose pour la déforestation, dont on sait qu'elle joue un rôle extrêmement important dans le changement climatique et sur lequel, on le sait, le Brésil a quand même le nez sale depuis très longtemps. Bon, donc, il n'y a pas, sur le plan juridique, c'est plutôt plus contraignant pour les pays du Mercosur sur le plan climatique que s'il n'y avait pas cet accord. L'interprétation juridique de cette idée qui a été effectivement apparue dans la presse spécialisée et qu'ont repris certains parlementaires, selon lequel il y aurait une clause là-dedans qui interdirait aux Européens, ou d'ailleurs aux Brésiliens, parce que toutes ces clauses sont réciproques, de prendre des mesures de protection supplémentaires sur le plan sanitaire ou phytosanitaire. Ceci n'est absolument pas le cas. L'Union européenne reste, dans tous les cas, souveraine de prendre ou ne pas prendre des mesures de protection pour peu qu'elles soient effectivement bien appliquées. Et je reconnais que là, il peut y avoir un problème de temps en temps. Donc, Emmanuel Bernard, quand vous entendez ce que dit Pascal Lamy, on entend souvent de la part du monde agricole dire « n'importons pas ce que nous n'avons pas le droit de produire, ce que nous ne voulons pas produire ». Au-delà des questions alors, de mode de système technique, il y a aussi des questions presque d'aménagement du territoire, il y a aussi des questions de modèle de production de façon plus globale. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'un côté, Pascal Lamy dit, en gros, c'est sous contrôle, voire même ça peut amener les choses à s'améliorer du côté des pays du Mercosur sur certains éléments qu'on pourrait leur exiger. Qu'est-ce que vous répondez à ça et en quoi, pour vous, ou non, on risque d'être dans une situation où, de nouveau, on importe ce qu'on ne peut pas ou on ne souhaite pas produire chez nous ? Bon, d'abord, par rapport à l'accord de Paris, pour faire les efforts, on commence par pas importer les 100 000 tonnes et on fait des économies de carbone, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, je pense que si on est pragmatique, j'entends, ça peut faire des efforts à ces pays-là. Ils vont sûrement faire des efforts un jour. Enfin, j'imagine bien que, voilà, à un moment donné, ils vont prendre conscience. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Enfin, on part de loin. Et par rapport à nous, en fait, on est dans deux mondes complètement différents. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a 7 millions de vaches en France, on a 17 millions de bovins qui pour la grande majorité, ont accès à l'herbe. Hein. Il y a 10-12 millions d'hectares de prairies qui sont... et donc ce modèle-là, qui est à peu près unique quand même, et qui, pour le coup, est en danger par ce genre d'accord, encore une fois, tout simplement parce que il n'y a rien qui correspond. C'est-à-dire que j'entends, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on va empoisonner le consommateur parce qu'il va y avoir de la viande brésilienne qui va rentrer en Europe. Ce n'est pas ça le sujet. C'est une question de modèle. C'est une question de conditions de fabrication. Encore une fois, mais on l'a vu ailleurs. Hein, enfin, voilà, sur le textile, on a bien vu qu'on a détruit toute notre industrie textile. Après, le modèle de production textile dans certains
certains pays, on s'en émeut en permanence, mais on achète bien, on continue d'acheter sur Internet des fripes tous les jours. Et à un moment, moi je suis persuadé que si on ouvre et ce contingent-là, il sera fait, alors il sera peut-être pas forcément fait en France. Voilà, les 100 000 tonnes, elles vont peut-être pas rentrer en France. Mais c'est vraiment une incohérence de politique européenne qui abasourdit le secteur, parce qu'en fait, encore une fois, on n'est pas insensible à toutes les ambitions d'économie d'eau, de décarbonation. J'ai eu l'impression depuis ce matin qu'on avait fait peu d'efforts et qu'on avait on est un peu des attardés. Moi, je peux vous dire que depuis que je suis installé, techniquement, on a amélioré plein de choses. Et on a amélioré même nos conditions de travail, heureusement. Mais on a amélioré la technique d'alimentation, les équilibres. On a introduit des choses qui permettent aux animaux d'avoir un meilleur bien-être. Enfin, tout ça. Donc, on a évolué pendant des années. On est prêt à continuer, mais en nous mettant en concurrence et en porte-à-faux, sachant qu'on investit sur 12 à 15 ans. Dans une exploitation agricole, la projection, c'est 12 à 15 ans. Bon, 12 à 15 ans, quand on nous met en difficulté comme ça, c'est pas facile de savoir finalement comment les marchés vont réagir et comment le consommateur va réagir. Si jamais on fait perdre au consommateur la confiance, on a déjà vécu ça en production bovine au cours des années 90, on sait ce que ça peut coûter à la filière. Donc nous, on veut continuer de bien travailler, on veut continuer de fournir une alimentation durable, et donc on ne veut pas être en concurrence avec ce modèle-là. Alors, quand vous parlez de modèle, c'est des feedlots d'un côté et de l'herbage de l'autre. Mais en fait, oui. Il y a cette question de la reconnaissance, en fait, de ce modèle. Pascal Lamy parlait tout à l'heure effectivement d'éléments scientifiques. Là, on n'est pas dans le scientifique. Alors certainement un peu quand même, mais en gros, et c'est là peut-être une faiblesse qu'on a, et que vous aviez peut-être quand vous étiez négociateur, c'est qu'on n'avait pas identifié notre modèle comme une spécificité. C'est-à-dire qu'on est en train, et au niveau européen, avec une association d'interprofession, on est en train de faire en sorte d'élaborer finalement une maquette de ce modèle-là qui est basée sur un éleveur, il nourrit ses animaux avec une grosse capacité d'autonomie alimentaire, il fait la génétique, enfin il fait tout, il fait plein de métiers. Et donc on est en train de travailler là-dessus parce qu'en fait au niveau mondial, international, on a soit le modèle autarcique, c'est-à-dire qu'on vit en Afrique, enfin, on a l'impression d'avoir une agriculture intensive et une agriculture industrielle partout dans le monde. Pas du tout. Hein. La majorité des agriculteurs dans le monde, ils vivent d'abord pour se nourrir, d'abord. Et donc, il y a celle-là. Et après, on a le feedlot, qui est une caractéristique d'abord américaine, mais pas que. Et au milieu de ça, on a cette façon de faire en Irlande, en Autriche, en France, en partie en Espagne. Et celle-là, on ne l'a pas identifiée. Et donc, pour se défendre, on est en train de construire une façon collective de défendre ce modèle d'élevage un peu plus différencié du feedlot. Pour une reconnaissance internationale. Voilà, ben oui, à la FAO notamment, parce que on a quelquefois, je pense que dans cette situation de commerce ou d'échange, on oublie quelquefois qu'il faut d'abord identifier les choses sur lesquelles on discute. On a des fois du mal, enfin nous les premiers, on explique notre modèle et on a l'impression qu'il est naturel, que tout le monde le connaît. En fait, pas du tout. Pas du tout, c'est très inconnu dans le reste du monde. Et pour peut-être conclure cette séquence, parce qu'on arrive vraiment au terme de cet échange, en quelques mots sur cette notion de modèle et qui est un petit peu plus difficile à quantifier qu'un taux d'hormones dans la viande, est-ce que vous pensez que là, il y a quand même danger? C'est peut-être là que ça peut se jouer pour préserver des modèles auxquels on tient chez nous, mais qui ne sont pas, qu'on ne peut pas mettre dans des boîtes de façon aussi facile que certaines normes. Comment, en quelques mots, vous pourriez appréhender cette problématique? Je suis d'accord pour dire que le vrai débat, c'est celui du modèle. C'est quel modèle agroalimentaire, pas juste agricole. Et l'Institut Jacques Delors de Bruxelles, il y en a un à Paris, un à Berlin, un à Bruxelles, travaille justement sur
comment verdir intelligemment la filière agroalimentaire en impliquant tout un tas d'acteurs de la filière qui, évidemment, vont au-delà de votre propre production. Bon. Donc ça, d'accord, c'est bien le bon débat. 2, il ne faut pas non plus caricaturer. Moi, je suis du Vexin normand. Les bedons argentins et brésiliens, il y en a un paquet qui passent leur temps à manger de l'herbe. Et dans la viande européenne et française, en gros, il y a 70% de vaches laitières et 30% d'élevage spécialisé comme le vôtre, si j'ai bien compris. Les 70% de vaches laitières ne sont pas toutes à l'herbe, hein, je peux vous dire. En tout cas, pas chez moi. Hein, on met autre chose que de l'herbe dans les champs. Bon. Donc, ne caricaturons pas les modèles. L'Argentine, ce n'est pas les Pays-Bas, si je veux dire, hein, du point de vue naturel et du point de vue... Bon. Donc, parlons de ce modèle. Et pour rejoindre ce qui a été dit à la fin de la table ronde précédente, essayons effectivement de dépolariser ce débat, hein, de l'asseoir sur des faits, sur un projet collectif commun. Et la tonalité de notre conversation, à mon avis, correspond assez bien à ça, si on veut bien admettre que ce modèle européen-là que nous avons, il est pour l'instant extrêmement efficace à l'international et que c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, il faut le préserver. Merci d'avoir participé à cette controverse. On va se prêter au même exercice avant de se quitter que lors de la précédente controverse. Emmanuel Bernard, l'argument de Pascal Lamy que vous pouvez entendre, qu'est-ce que vous retenez ? J'entends qu'on peut être d'accord sur le fait qu'il y a une question de modèle. Et à partir du moment où on parle de modèle, à un moment donné, soit on le protège, et la façon de le protéger, c'est là où il faut débattre, comment on protège. Moi, j'ai entendu depuis quelques semaines qu'on a 1 milliard d'euros. Est-ce que c'est l'argent qui protège ? Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Voilà. Ou est-ce que, à l'inverse, avec ce qu'on a pu entendre ce matin, donner de la visibilité à des éleveurs ? Je rappelle quand même qu'il y a la moitié des éleveurs qui ont plus de 55 ans. Et donc, on a besoin d'avoir des jeunes qui reprennent ces fermes, hein, et on en a tous besoin. Eh bien, il faut quand même qu'on se mette d'accord, si on veut protéger ce modèle, comment on le fait, parce qu'il faut qu'on leur amène des perspectives, quoi. Donc votre mesure concrète, alors c'est pas 1 milliard d'euros forcément, mais c'est quoi ? C'est comment on identifie ce modèle, comment on le protège, un modèle d'élevage et qui doit permettre à des gens de se dire dans 10 ans, dans 15 ans, tout en s'adaptant à des conditions climatiques et environnementales, comment on peut, et ça, il faut qu'il y ait un travail commun de fait. Si on n'a pas de réponse, on se met en danger. Pascal Lamy, donc Emmanuel Bernard a émis des craintes. Voilà, quelle crainte, quel argument vous pouvez également entendre ? Non, d'accord pour dire qu'il y a un modèle européen. Je crois que c'est un bon modèle. Il faut qu'il continue à augmenter de la valeur et à faire sa transition écologique. Et ça, c'est pas simple. C'est ce qui attend la prochaine réforme de la politique agricole commune. Mais nous avons des atouts pour aller dans cette direction. Et par ailleurs, ce modèle est protégé. En bœuf, en viande bovine, il y a des tarifs MAOS sur 96% de la consommation européenne. Il y a 40 milliards d'aides à l'agriculture dans le budget européen pour les agriculteurs européens qui sont en partie pour compenser certaines différences de productivité qui sont dues là où on ne peut pas aligner les normes internationales. Donc on ne peut pas dire qu'on ne le protège pas. Quand j'étais commissaire européen, j'en prenais plein la poire sur tous les continents dans lesquels j'allais, parce que je prétendais qu'il y avait un modèle européen d'agriculture, qu'il avait ses avantages, qu'on ne pouvait pas non plus, compte tenu de la taille moyenne de nos exploitations, nous mettre en concurrence avec le Midwest, etc. Je connais la chanson, et j'en ai pris d'ailleurs plein la poire au Brésil, par exemple, quand j'essayais de leur rattraper leur indication géographique, là, le truc qu'ils appellent cognac, là, qui est en fait du truc du jus de canne, enfin, que je n'ai jamais trouvé excellent.
avec cet accord, on récupère. Ils ne pourront plus faire du cognac. À mon avis, c'est quelque chose aussi. Nicole? Alors, en un mot, est-ce que vous êtes confiant pour la ratification de cet accord UE-Mercosur? Confiant, vous m'obligeriez à prendre parti. Bon. Enfin, je pense que le plus probable, c'est effectivement qu'il sera accepté par le Sénat des États membres de l'Union, qui est le Conseil des ministres, et par le Parlement européen. Je pense que c'est le plus probable. Que la France, qui est montée aux barricades, devra à un moment en descendre. Et je ne suis pas sûr que du point de vue politique, monter aux barricades pour en descendre après, ce soit un bon calcul. Si je regarde la carte électorale française, et si je tiens compte de la partie de mes opinions qui est de notoriété publique, mais ça se vote à la majorité, au Conseil des ministres. On a tapé les Allemands sur les voitures électriques chinoises il y a 6 mois. Voilà, et puis de temps en temps, on est en minorité. Donc je pense personnellement que c'est un bon accord, qui a effectivement des sensibilités, et on en a parlé, que regagner des parts de marché sur le Mercosur alors qu'on en a perdu 20% au profit des Chinois, s'il faut faire ça, que si je regarde ce que M. Trump fait avec le commerce international, on va avoir besoin de marchés pour nous porter un peu ailleurs qu'avec les imbécilités dans lesquelles il est. Donc, dans l'ensemble, y compris sur le fait que l'Union européenne doit avoir, à mon avis, une relation avec les pays émergents différente de celle des Américains ou des Chinois, je pense qu'il faudrait aller dans cette direction. Et le plus probable, mais c'est pas sûr, hein, on verra, les votes, ça peut de temps en temps pas toujours donner les résultats qu'on en escompte ou qu'on en prévoit. Je pense que c'est quand même le plus probable. Et alors, Emmanuel Bernard, est-ce que vous êtes confiant pour la non-ratification de cet accord? Alors, moi je vote pas. En tout cas, j'ai écouté et entendu le président de la République plusieurs fois. Au niveau français, il y a plutôt une unanimité contre. Après, je connais aussi les principes de ratification. Moi, à mon niveau, voilà, je fais confiance au président de la République pour convaincre un certain nombre d'États pour repousser cet accord. Voilà. Après, on continue la discussion et puis on verra. Hein. De toute façon, on est dans une situation assez particulière puisque de toute façon, on n'arrive même pas trop à savoir comment il peut être ratifié. Enfin, il y a des conditions, il peut être scindé. Enfin, il y a des situations un peu compliquées. En tout cas, moi, voilà, je m'en remets au président de la République. La parole du président de la République vaut peut-être ce qu'elle vaut, mais en tout cas, lui, il a dit qu'il ne le ratifierait pas en l'état, et l'état, il n'a pas changé. Donc voilà, moi, je reste sur cette position-là. Merci à vous deux. Merci Nicole, merci Gabriel pour l'animation. Merci d'avoir participé à ces controverses.